En commerce international, nous avons travaillé en INTA, comme la Commission du commerce international ici au Parlement européen, sur un sujet qui peut sembler assez difficile d'accès. C'est ce qu'on appelle les chaînes de valeur globales. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une chaîne de valeur globale? Eh bien, on vit aujourd'hui dans un monde qui est un monde globalisé, globalisé au niveau des productions, mais aussi au niveau des consommations. Et prenez par exemple votre smartphone, votre téléphone, eh bien, la plupart des composants de ce téléphone ont été soit produits, soit assemblés, soit vendus dans différentes parties du monde. Les minerais viennent de l'Afrique, les productions viennent de l'Asie, les assembleurs sont parfois en Europe et les consommateurs sont partout dans le monde. Et donc, c'est ce qu'on appelle ces chaînes de valeur globale et ces multinationales qui finalement sont derrière tout ce système vont en général aller au moins-disant. Le moins-disant en matière d'achat de leurs minerais, qui se passe au niveau de la République démocratique du Congo par exemple, le moins-disant au niveau du coût du travail, et donc ils vont assembler, ils vont produire dans les parties du monde où on paye le moins cher les revenus. Ils vont aller se loger au niveau fiscal dans des paradis fiscaux pour payer le moins d'impôts, mais ils vont vendre là où on a le plus haut pouvoir d'achat, à savoir en Europe ou aux États-Unis. Et donc nous devons absolument, si nous sommes dans cette globalisation, avoir des règles qui garantissent que ces multinationales, à l'avenir, soient obligées de déclarer leurs bénéfices dans les pays dans lesquels elles font et elles produisent ou elles font leur richesse, mais aussi de pouvoir protéger l'emploi, même si cet emploi est en Asie ou ailleurs. C'est ce qu'on appelle les règles de transparence au niveau de ces chaînes de valeur globale. Eh bien, nous avons obtenu en commission commerce international un rapport qui dit clairement que la transparence devra être obligatoire pour ces entreprises. Elles devront travailler à livre ouvert, mais elles devront aussi respecter des règles sociales et environnementales. Alors, ce n'est qu'un rapport aujourd'hui, mais nous avons obtenu une majorité dans la Commission commerce international, ce qui n'est pas une mince affaire, parce que cette Commission commerce international est en général une commission qui libéralise le commerce à tout va. Et donc nous avons malgré tout réussi à obtenir de la part de la droite conservatrice et des libéraux un soutien pour qu'il y ait plus de transparence. Ce sont les socialistes qui ont poussé cette logique d'un commerce plus éthique. Ce sont les socialistes qui ont convaincu le PPE et parfois certains libéraux, ça a été beaucoup plus dur. Et donc nous devrons maintenant passer en séance plénière à Strasbourg, ce sera en septembre, et ensuite on devra convaincre la Commission et le Conseil de rentrer dans cette logique d'un commerce beaucoup plus éthique, d'une globalisation beaucoup plus régulée qu'elle ne l'est aujourd'hui, dans l'intérêt de tous, dans l'intérêt des entreprises qui respectent le droit des travailleurs, qui respectent le droit environnemental, qui respectent le droit fiscal, contre des entreprises sans foi ni loi aujourd'hui au niveau international qui ont tendance à ne rien respecter. Et donc il faut impérativement que nous ayons une globalisation régulée et c'est l'objectif du rapport que nous avons gagné en commission INTA cette semaine. Alors à côté de ce message positif, je dirais, sur le commerce plus éthique, on a un message un peu plus négatif qui vient de la part de la Commission, qui est ce fameux accord Union européenne-Japon, un accord commercial, un accord de libre-échange dans lequel on retrouve finalement les ingrédients que l'on retrouvait dans l'accord commercial avec le Canada, avec l'accord CETA. Alors évidemment, tout le travail qu'on a pu faire sur le Canada, eh bien, il va falloir le faire aussi sur le Japon. La Commission nous annonce un grand accord politique avec le Japon avant d'aller au G20 pour montrer effectivement qu'au G20, finalement, l'Europe est une terre de libéralisation du commerce, d'ultra-libéralisation du commerce. Alors nous serons bien entendu attentifs à l'avenir concernant cet accord Japon sur les mêmes points que ceux que nous avions mis en lumière dans le cadre du CETA. Le premier, c'est ces cours d'arbitrage qui sont la possibilité que les investisseurs auraient d'attaquer les États quand ces États prennent des dispositifs de protection de leurs citoyens.
Eh bien, vous savez que le Japon veut un ISDS, donc c'est-à-dire un tribunal privé qui donne ce droit aux investisseurs, alors même que nous, en Europe, nous avons déjà évolué vers des cours publics qui permettraient effectivement de juger les différends entre les investisseurs et États. Eh bien, le Japon n'en veut pas et donc ça reste une discussion importante. Dans l'accord Japon-Union, il y a également ce que l'on appelle la libéralisation à outrance des services, et ce qui fonctionne avec ce qu'on appelle des listes négatives. On libéralise tout, sauf ce qui est dans une liste. Eh bien, ce qui est particulier, c'est qu'on fait un accord politique, mais on ne sait pas ce qu'il y a dans la liste. Ce sont des annexes qui sont des annexes secrètes, donc ni le Parlement, ni les ONG peuvent avoir accès à ces annexes. Et donc, quand la Commission dit qu'il y a transparence dans ces négociations, eh bien, c'est le troisième point qui fait défaut dans cet accord. Il n'y a pas de transparence dans l'accord Union européenne-Japon, comme il n'y a pas eu de transparence dans l'accord Union européenne-Canada. Enfin, il y a également un manque de transparence sur les études d'impact. On ne sait pas ce que va rapporter un accord tel que celui-là. Alors on nous dit, on a réussi à vendre nos appellations contrôlées, on va pouvoir vendre du jambon d'Ardenne au Japon. Très bien, mais en contrepartie, le Japon aura une suppression de toutes ces lignes tarifaires en ce qui concerne les voitures. Donc on vend du jambon contre des voitures. Par contre, l'impact sur l'emploi que cela va générer, sur les entreprises que cela va générer, eh bien, on n'a pas une étude d'impact sur la création d'emplois ou sur les pertes d'emplois dans certains secteurs. Et là aussi, l'absence de transparence règne dans cet accord. Donc on sera bien entendu vigilants. Il faudra que les États nationaux soient également vigilants parce que c'est le Conseil qui doit donner le feu vert à la Commission dans la continuation de ces travaux. Et donc nous, au Parlement, nous faisons notre travail ici au Parlement européen, mais les parlements nationaux et les gouvernements nationaux devront eux aussi être beaucoup plus exigeants qu'ils ne l'ont été jusqu'à présent en ce qui concerne ces accords commerciaux. Merci beaucoup et rendez-vous la prochaine fois.